Bonjour à tous, je m'appelle Lucas Pouvreau, je suis urbaniste et je vous fais cette courte vidéo pour partager avec vous les travaux qu'on a pu mener sur le territoire du PNR de l'Aubrac. Donc, ça a été l'élaboration d'un atlas des besoins fonciers. Des besoins fonciers pour la production de logements, quels sont-ils? Les besoins fonciers pour l'immobilier d'activité, avec une entrée au départ sur les parcs d'activité, et on verra que ce sujet va au-delà de ces seules zones d'activité. En premier lieu, je vais vous parler de la singularité du PNR et les 5 familles de l'Aubrac. Prenons la France. Chaque année, sur le territoire national, nous gagnons 285 000 habitants. C'est plus 0,4% de la population chaque année en France métropolitaine. Si on divise ce territoire national en 3 grandes catégories, qui vont être les grandes et moyennes aires urbaines françaises, les espaces sous influence des villes petites et moyennes en bleu ciel, et les espaces hors influence des pôles, dont fait partie le territoire du PNR de l'Aubrac, en noir un peu surligné fort sur la carte, alors que les autres PNR sont également représentés en noir plus fin. On voit que la croissance démographique aujourd'hui en France, elle est surtout localisée dans les grandes et moyennes aires urbaines. Certains PNR en font partie, notamment en région parisienne, notamment proche de Bordeaux, notamment proche de Marseille. On a des parcs naturels régionaux qui sont inclus dans ces dynamiques. Le PNR de l'Aubrac est inclus dans la catégorie des territoires en France qui sont dits le plus en difficulté d'un point de vue démographique. On y perd des habitants globalement. Le parc naturel régional de l'Aubrac, dont le périmètre ici est un peu une extension de celui-ci, on a quelques communes en plus, des communes partenaires et quelques communes intégrées à l'étude, comprend en son sein une partie cantalienne, une partie lozérienne, une partie aveyronnaise. Au global, on perd des habitants, comme on perd des habitants dans les espaces hors influence des pôles. Par contre, la singularité du territoire, c'est qu'on a déjà quelques communes sur lesquelles on gagne des habitants, notamment en périphérie du PNR. On voit à l'ouest du territoire, avec des communes qui sont un peu polarisées vers Aurillac. On le voit également au nord du territoire, dans la partie cantalienne, avec des communes qui sont également liées au bassin de Saint-Flour, qui est au nord de ce territoire. Et on le voit ponctuellement sur d'autres communes. La réelle singularité du PNR, elle se situe dans son attractivité migratoire. On a 340 entrées de plus que de sorties du PNR chaque année sur le territoire. Le solde migratoire est positif et très dynamique. Ce qui va faire la perte de population sur le territoire, c'est le solde naturel, 420 décès de plus que de naissances. Le différentiel de 80 habitants reste assez mesuré. Dans les années à venir, on peut imaginer que cette dynamique migratoire se poursuive et pourquoi pas le solde naturel baisse et permette au territoire de gagner globalement des habitants. En tout cas, au-delà des prévisions qui sont difficiles à faire, une chose est sûre, c'est qu'il y a un vrai renouvellement démographique sur le territoire avec plus d'entrées que de sorties, des nouveaux arrivants et donc des besoins d'installation qui y sont liés. On verra comment ces installations se font dans l'ancien et comment elles peuvent aussi se faire dans le neuf et donc nécessiter des besoins fonciers sur le territoire. Au niveau de l'attractivité du PNR, on voit selon les départements, ça c'est le solde migratoire selon les départements, celui-ci est négatif avec l'Aveyron, territoire voisin, dont la partie aveyronnaise du PNR n'est pas la partie la plus dynamique en termes d'emploi. Le bassin de Rodez, par exemple, est en dehors du PNR. Donc on perd des habitants sur le PNR vis-à-vis du reste de l'Aveyron. Par contre, on en gagne vis-à-vis du reste de la Lozère, où la partie du PNR qui est lozérienne est une des parties de la Lozère la plus dynamique. Ensuite, c'est deux jambes un peu à distinguer entre l'attractivité vis-à-vis des territoires voisins, Aveyron et Lozère, donc positif avec la Lozère, négatif avec l'Aveyron. Sur le Cantal, c'est quasiment neutre, c'est pour ça qu'il n'apparaît pas à l'écran. On est sur une dynamique qui va être globalement plutôt négative avec les départements voisins, puisque la dynamique négative avec l'Aveyron est bien plus forte que celle avec la Lozère. Ce qui va permettre au territoire d'avoir une bonne vitalité dans son attractivité vis-à-vis de l'extérieur, c'est son attractivité qu'il va avoir vis-à-vis de départements urbains, notamment du sud de la France, la Haute-Garonne, Toulouse, les Bouches-du-Rhône, Marseille, Aix, et la région parisienne, avec des départements tels que la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne, Paris. Et ensuite d'autres départements qui s'y glissent, le Var et le Gard.
on a une réelle attractivité vis-à-vis de l'extérieur sur le territoire du PNR de l'Aubrac. Une attractivité d'un territoire rural vis-à-vis de départements urbains qui incarne un peu des choix radicaux d'installation. Vous quittez la région parisienne pour l'Aubrac, c'est un choix assez radical. Tandis que vous quittez la Lozère pour le PNR de l'Aubrac, vous êtes en territoire voisin et ça va être plus des choix qui vont être liés, par exemple, à la proximité, le rapprochement avec un emploi, etc. Donc, on est sur un peu deux jambes. Les atouts du PNR, ça va être une partie, à un moment donné, attractive économiquement, localement, notamment vis-à-vis du reste de la Lozère, et une attractivité à plus grande échelle. En termes de classe d'âge, ce qui est très intéressant et qu'on constate rarement dans des territoires ruraux, c'est que souvent dans les territoires ruraux, on a une dynamique migratoire. Quand elle est positive, elle va être liée à des retraités qui viennent s'installer pour leur retraite dans un territoire auquel ils sont attachés. Sur l'Aubrac, on gagne des habitants, toujours du point de vue migratoire, dans toutes les classes d'âge, des enfants, des jeunes, des moins jeunes, des retraités. Les seules catégories où on perd des habitants significativement, on en perd un petit peu entre 35 et 40 ans, mais c'est plus une stabilité qu'une réelle perte. Ça peut correspondre à une époque où on déménage peut-être vis-à-vis de sa carrière. Mais c'est la catégorie des 15 à 20 ans où on perd le plus d'habitants. On peut l'expliquer facilement. Ça correspond à une période d'études, qu'elle soit sur des universités, des études supérieures ou dans la filière professionnelle. On va se tenter de se rapprocher d'établissements qui vont proposer une offre de formation qui n'existe pas sur le territoire. Donc, on peut être optimiste sur l'avenir du territoire du PNR quand on voit qu'il a la capacité à accueillir et à attirer des habitants de plusieurs départements et aussi de toutes les classes d'âge. Cependant, les nuances sont importantes à l'échelle de ce territoire. Selon les communes, vous avez des communes qui ont une réelle dynamique d'attractivité, un solde migratoire vraiment positif, et d'autres où ça ne se voit pas. En croisant à la fois cette notion de solde migratoire et d'autres éléments, on a construit des catégories sur le territoire, 5 familles, 5 classes de communes qui représentent des dynamiques et des enjeux variés. Vous avez en bleu les territoires le long de l'A75 qui gagnent des habitants et qui constituent un pôle d'emploi important, solde migratoire bien positif. En bleu ciel, vous avez des communes qui ont un solde migratoire également positif. On l'a vu sur la diapo précédente, une partie cantalienne avec un solde migratoire positif, une partie proche d'Aurillac avec un solde migratoire positif. Ce sont des territoires qui gagnent des habitants en lien avec un bassin de vie extérieur au territoire du PNR. À l'inverse, les territoires en bleu foncé le long de la 75 ont un rayonnement régional, puisqu'ils ont une attractivité économique qui va être liée à leur infrastructure, mais leur gain de population est lié à leur dynamique économique qu'ils ont sur leur commune. Là, on est sur des territoires, Chaudzeg, le territoire Carladès-Viaiden, qui est donc ces communes en bleu ciel à l'ouest du territoire du PNR, sont des communes qui gagnent des habitants par un effet de bord, un effet d'attractivité résidentielle de frange, de périphérie, avec un autre territoire où ils arrivent à accueillir des populations qui sont dans un bassin de vie grâce à des prix un peu plus abordables. Sur la partie ouest, c'est lié au bassin de vie d'Aurillac. Commune proche d'Aurillac, des prix plus abordables, on gagne des habitants. Sur la partie cantalienne, c'est lié avec le bassin de Saint-Flour, où on a un différentiel intéressant. Ensuite, on va voir les centralités fragiles. Centralité, La Guiole, Espalion, Saint-Geniès-d'Olt. Fragiles parce que ce sont des pôles d'emploi locaux. Il n'y a pas d'infrastructures qui vont leur permettre d'avoir un rayonnement important. Et elles vont être en concurrence, notamment sur la partie Espalion, avec d'autres infrastructures, par exemple à Rodez. Donc on est sur des centralités fragiles pour ces raisons, pôles d'emploi locaux, et aussi fragiles puisqu'elles ont une démographie stable, on va dire un peu positive, si on prend la commune centre, par exemple la Guiole, plus sa périphérie. Si on prend uniquement la commune centre, on voit que les difficultés sont toujours plus importantes. Il y a une concurrence centre-périphérie dans ces communes, une fragilité du bourg par rapport aux communes périphériques, avec un enjeu important de renforcer cette centralité, dont l'équilibre est assez fragile, je me répète. Donc, ensuite, les espaces ruraux, avec une différence importante entre deux types d'espaces ruraux. Ceux où on observe un renouvellement démographique par le solde migratoire. Je reviens sur cette diapositive, notamment le plateau ouvert du PNR. Il y a la commune, par exemple, de Nasbinal, qui accueille plus d'habitants qu'elle envoie partir. Et c'est une commune
rurales, sans polarité forte, et des espaces ruraux qui, eux, on n'observe pas chez eux cette dynamique de renouvellement démographique. Ce qui va vraiment différencier fondamentalement ces deux types de communes. Vous pouvez télécharger sur la page vivante, Ville vivante qui a été créée à l'occasion de cette étude, un rapport dans le détail qui détaillera davantage les différents indicateurs et les critères de différenciation de ces communes. Mais à retenir, c'est qu'il y en a 5, et ce sont ces enjeux-là qui sont les plus synthétiques pour résumer leurs différences. La production de logements en Aubrac maintenant. On l'a vu, il y a des besoins liés à ces arrivées de nouvelles populations. Ces nouvelles populations, elles ont le choix entre acheter dans l'ancien et entre acheter dans le neuf. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande différence de profil de gens qui achètent dans l'ancien et dans le neuf. À droite sur l'image, vous avez la répartition selon l'occupation. Log pour locatif, propriétaire occupant pour pour PO, pardon, les résidences secondaires et ensuite les vacants. C'est l'occupation des logements vendus dans l'existant, dans l'ancien, un an après leur vente. Donc 17%, ça a été pour de l'investissement locatif. 17% sont encore vacants, sont probablement en cours de travaux. 27% résidences secondaires, 37% c'est des propriétaires occupants qui achètent. Et on voit, à gauche, vous avez l'occupation des logements neufs des 9 dernières années. Il y a une grande différence de profil. Vous avez plus de propriétaires occupants. Ils sont plus jeunes. Âge médian 35 ans contre 49 dans l'ancien. Un peu plus aussi d'investissement locatif. Les besoins auxquels on répond dans la production neuve sont différents des besoins auxquels on répond dans le marché de l'ancien. Dans la production neuve, pourquoi on a des personnes plus jeunes? Tout simplement puisque la question des coûts, elle est mieux maîtrisée. Vous faites un contrat de construction de maisons individuelles, ça c'est des choses qu'on constate partout, sur tous les territoires en France. Dans l'accession à la propriété, il y a plus de jeunes dans le neuf que dans l'ancien. C'est sécurisant d'avoir un contrat, par exemple, de construction de maisons individuelles qui s'engage sur un coût fini. Quand vous achetez dans l'ancien, vous ne savez pas forcément pour combien de travaux vous allez en avoir. C'est plus chronophage, etc. Il faut avoir peut-être plus de moyens financiers. Il y a aussi dans le neuf davantage de locatifs. Et ça répond à des besoins qui sont aujourd'hui très faiblement pourvus sur le territoire. Je n'y viens pas dans le détail, mais c'est lié, par exemple, à la diminution de la taille des ménages. On a besoin de logements petits, de logements locatifs pour accompagner des transitions dans la vie, par exemple au moment d'un divorce, d'une décohabitation. Et le parc de logements dans l'existant ne répond pas forcément à ces besoins. Encore une fois, je vous renvoie au rapport détaillé qui synthétise aussi ces questions-là de manière plus complète. Donc, on a vraiment à retenir une différence des acquéreurs entre le neuf et l'ancien. Donc, des besoins en production neuve. À un moment donné, auquel il faut répondre. Aujourd'hui, il y a des gens qui trouvent leurs besoins, une réponse à leurs besoins dans le neuf, pour des raisons bien précises, et il faut y répondre. Donc, comme vous me dit sur cette diapo, faute de requalification et adaptation massive du bâti ancien à toutes les problématiques, notamment accueillir les familles jeunes et le desserrement des ménages, donc c'est ce dont je parlais, la décohabitation, etc. Il y a une production de logements qui est nécessaire, même quand on perd des habitants. Et aussi parce que les nouveaux habitants qui arrivent, on ne va pas forcément trouver chaussures à leurs pieds dans le parc existant. Donc, c'est important de déterminer les besoins fonciers de cette production de logements. On voit sur le territoire, sur la dernière décennie, 270 hectares consommés en extension urbaine, hors habitat agricole. On va y revenir, c'est un type d'habitat un peu dérogatoire au droit de l'urbanisme. On ne va pas l'inclure de la même manière dans la comptabilité de l'extension urbaine. Donc, on a 270 hectares consommés depuis 2010. Sur la production de logements, qui apparaît à l'écran cette fois en rose, on voit que déjà, on a un logement sur deux qui est en extension urbaine, donc l'autre moitié qui est à l'intérieur, produit à l'intérieur des espaces déjà bâtis. La densité moyenne de 8 logements à l'hectare, bon, c'est une moyenne. On verra que la moyenne ne suffit pas pour parler de ces dynamiques de besoins fonciers. Dans un premier temps, ce qu'on peut voir sur cette diapositive, c'est que on peut consommer beaucoup d'espace sans forcément produire beaucoup de logements. D'une année à l'autre, si vous prenez l'année 2014, il y a plus de consommation d'espace que dans l'année 2013, alors qu'on a produit moins de logements. Il n'y a pas un lien objectif entre
production de logements et besoins fonciers en extension urbaine. Ces besoins dépendent de typologie de cadre de vie de la production neuve créée. Nous avons classifié sur le territoire la production neuve en différentes catégories, 3 grandes catégories, l'esprit urbain, la ville planifiée et le au fil de l'eau. À l'intérieur de ces catégories, on a des sous-catégories et on va voir que dans chacune d'elles, ce sont des formes d'urbanisation très différentes qui répondent à des besoins différents, propriétaires occupants, l'âge, etc., et qui ont des besoins en foncier très différents également. Si on prend l'esprit urbain, la maison de bourg. La maison de bourg, ça va être soit des logements neufs comme ici, qui se font sur des dents creuses, sur des divisions parcellaires dans les bourgs, soit des logements nouveaux créés dans un bâti ancien, aussi quelque chose qui arrive. Donc là, on est encore sur un logement neuf. Si on fait un peu une synthèse des caractéristiques de la maison de bourg, la maison de bourg produit une diversité de typologies importante, des résidences secondaires, du locatif, des propriétaires occupants, avec un âge moyen des propriétaires occupants de 39 ans. C'est un peu plus que la production neuve, l'âge moyen des propriétaires occupants dans la production neuve. Donc, élément important, c'est la part de ces logements qui participent à l'extension urbaine représente 1% de ces logements. Une maison de bourg sur 100 est en extension urbaine, alors qu'un logement sur 2 sur le territoire est en extension urbaine. On voit qu'on est sur un cadre de vie qui, dans la production neuve, va générer peu de besoins fonciers et va venir renforcer les bourgs. Ce cadre de vie-là, dans la production neuve, il représente 21% de toute la production neuve. C'est le deuxième cadre de vie le plus représenté. Donc voilà, on a un cadre de vie qui représente une part conséquente de la production neuve et qui a des besoins fonciers limités en termes d'extension urbaine. Par contre, ces besoins fonciers vont être dans la capacité à trouver des emprises à l'intérieur des bourgs. Ça, c'est un autre sujet. Et c'est donc pour la suite un des enjeux sur cette filière de réussir à la pérenniser en maintenant une offre à l'intérieur des bourgs. Et il faut voir aussi qu'elle répond aux besoins et aux attentes de nombreux habitants. Ensuite, les collectifs urbains. Pareil, on a peu de besoins fonciers en extension urbaine, on est sur des densités très fortes. Problème, c'est que ça va représenter une part très limitée de la production de logements, 6% sur le territoire, parce que les coûts de la promotion immobilière vont être importants et difficiles à équilibrer. On ne pourra avoir des projets de cette nature que dans certaines communes, les polarités, où les prix vont être un peu dynamiques et quand ça va être accompagné notamment par les politiques publiques. Ça répond spécifiquement aux besoins de locatifs, aux besoins de petits logements et aux besoins aussi de logement des personnes âgées, puisqu'on voit que la moyenne d'âge sur les propriétaires occupants, c'est 64 ans. On est sur une typologie de logement adaptée à des personnes âgées qui cherchent à être à proximité des services, au cœur des bourgs. Dernière catégorie de l'esprit urbain, la résidence de périphérie, ça reprend la question un peu du collectif urbain, sauf que c'est en périphérie cette fois. Parfois en extension urbaine, très souvent en extension urbaine. 68% de ces logements participent à l'extension urbaine. C'est une part encore plus minoritaire de la production que le collectif urbain, c'est seulement 3% de la production de logements. C'est des projets qui sont essentiellement menés aussi avec un accompagnement de la collectivité, une part de logement social important dans ces projets, et donc qui seront toujours des opérations entre guillemets marginales sur le territoire dans la mesure où vous allez être sur des quantités très réduites puisque vous avez besoin d'aligner pas mal de conditions, le foncier, l'opérateur, pas beaucoup d'opérateurs veulent faire du collectif sur le territoire du PNR, et la collectivité qui accompagne puisque les coûts économiques de la promotion sont importants et difficiles à équilibrer. Je passe maintenant à la ville planifiée pour vous faire un panorama. C'est quand on parle production neuve de logements, souvent on pense à ça. On pense au lotissement. Par contre, les lotissements ne sont pas égaux dans l'impact qu'ils vont avoir, notamment sur les besoins fonciers. On va le voir ensemble. Il y a des similitudes très fortes dans les formes urbaines, ça, il n'y a aucun doute. Il y a des similitudes très fortes dans les publics accueillis. C'est les filières stars des propriétaires occupants, sauf l'habitat individuel groupé. Donc, si je prends l'habitat individuel groupé, c'est de la promotion immobilière, un peu comme le collectif urbain, sauf que c'est de la maison en bande. Donc, ce sont les mêmes contraintes économiques que le collectif urbain. Je disais, équilibrer une opération de promotion immobilière, c'est plus dur que équilibrer une opération de création de terrain à bâtir. Donc, 6% de la production de logements en habitat individuel groupé, beaucoup de locatifs sociaux, beaucoup de locatifs privés, très peu de propriétaires occupants. On est vraiment sur une filière très spécifique
plébiscité pour la filière du logement social. 80% de ces logements contribuent à l'extension urbaine, car ils vont souvent être réalisés dans des nouveaux quartiers en extension urbaine où le foncier abordable permet d'imaginer cette filière et de faire intervenir notamment des bailleurs sociaux. Le lotissement urbain, là on va rentrer dans des formes plus classiques de lotissement, dans la forme qui consomme la moins d'espace. Seulement 9% de ces logements participent à l'extension urbaine. Les lotissements urbains sont des lotissements au cœur des espaces déjà urbanisés, par exemple sur des très grandes dents creuses. Propriétaires occupants en majorité, avec une moyenne d'âge quand même assez élevée de 43 ans. Lotissement en frange, on est en extension urbaine. Là. On va être sur la périphérie. Et donc, on va être dans 90%, 88% des cas plus exactement, en extension urbaine. 7% de la production de logements, massivement propriétaires occupants et avec un âge moyen qu'on voit qui commence à descendre, 36 ans, lié notamment au coût des terrains qui vont être plus faibles que dans les lotissements urbains, parce qu'on est sur du foncier qui n'était pas urbanisé, sur du foncier qui était hors des zones urbaines, donc qui a été acquis un peu moins cher. On va avoir donc plus de primo-accédants. Même chose sur les lotissements dans la pente, ce qui va les distinguer des lotissements en frange, c'est pas la part de ces logements qui participent à l'extension urbaine, c'est à peu près pareil, là c'est 75%, c'est les 3/4. Les propriétaires occupants également, c'est à peu près pareil, la moyenne d'âge à peu près pareil. Par contre, la différence va être dans l'impact visuel, puisque ces lotissements dits dans la pente vont générer des impacts sur les vues sur le grand paysage. Quand vous êtes dans la maison, c'est génial, vous avez une super vue. Par contre, ça va impacter des vues qui sont un peu des vues qu'on pourrait considérer parfois patrimoniales sur le paysage. Donc les besoins fonciers, ce n'est pas qu'une question quantitative, il y a une question aussi d'impact dans les formes urbaines qu'on choisit, qu'on va avoir sur le paysage. Quand on fait de l'extension urbaine, on a un impact notamment sur les terres agricoles, et après, l'impact sur le paysage, il va être très varié. Ça ne va pas être le même quand vous êtes un lotissement dans la pente ou dans un autre type de lotissement. Ensuite, les lotissements isolés, là, on est très souvent en extension urbaine, 93%, quasiment tout le temps. Ce sont des lotissements vraiment isolés du reste de l'enveloppe urbaine du territoire. Donc, dans ces cadres de vie-là, on a l'âge moyen jeune, propriétaire occupant, 3/4 aussi. La différence va être vraiment là dans la situation géographique de ces lotissements, qui sont assez loin des bourgs et qui sont à la fois contribuent à l'extension urbaine, peuvent générer des vues sur le paysage, changer la vue sur le grand paysage. Donc des impacts assez importants, tant visuels que quantitatifs. Ensuite vient l'esprit jardin et le pavillonnaire diffus en tête, qui est la première filière de production de logement du territoire. Le diffus, ce sont des terrains à bâtir qui sont créés le long des voiries existantes. Il n'y a pas de création de lotissement, c'est des terrains à bâtir qui sont faits là où il y a déjà des équipements. Donc en termes de coûts, c'est très faible. Il n'y a rien à équilibrer, il n'y a pas de nouvelle voirie à équilibrer, il n'y a pas d'opération de promotion à équilibrer. Vous vendez un terrain à bâtir après une division parcellaire ou sur une dent creuse ou, on le voit dans la moitié des cas, en extension urbaine, dans une zone qui est encore constructible, mais qui est à la limite, on va dire, de l'enveloppe urbaine telle qu'elle existe aujourd'hui, et donc va venir l'étendre. Ce sont sur des zones constructibles qu'on appelle un peu résiduelles, en périphérie, comme ça, des zones urbaines. C'est une filière de propriétaires occupants massivement, de propriétaires jeunes, on comprend, puisque c'est les coûts les moins élevés. C'est la filière reine. Le pavillonnaire diffus, il est doublement, on dit c'est 24% de la production, mais on pourrait l'étendre à 45% en prenant la part des maisons de bourg, qui sont à 21%, puisque c'est le même principe. Vous faites un terrain en zone constructible sans aménagement. Vous faites un terrain sur une dent creuse ou sur une division parcellaire, sur une zone résiduelle constructible. La maison de bourg, c'est un pavillonnaire diffus dans le bourg, en quelque sorte. Donc, si à un moment donné, on veut réfléchir à comment on peut produire davantage de logements sur le territoire en ayant moins de besoins fonciers, on a les outils pour le faire, puisque la filière du pavillonnaire diffus, en soi, elle est compatible avec de la production de logements sans étalement urbain. L'enjeu va être de libérer le foncier là où c'est déjà bâti. Finalement, les filières majoritaires ne sont pas celles qui sont toujours dépendantes de l'étalement urbain, comme les lotissements, qui, dans 80-90% des cas, sont faits en étalement urbain. Donc, on a déjà les outils,
Ça, c'est un élément à savoir, assez important de savoir sur le territoire pour limiter nos besoins fonciers, puisqu'on a des filières qui permettent de produire sans trop de nouveaux besoins fonciers. Ensuite, dans les dernières catégories, esprit jardin, l'habitat isolé. Là, on est sur des constructions en hameau ou à l'écart vraiment de toutes autres constructions. On contribue dans 80% des cas à l'extension urbaine. Les 20% restants, c'est de la création dans l'ancien. Vous avez un ancien bâti, une grange par exemple, qui est transformé en logement. Vous ne faites pas d'extension urbaine. Mais globalement, quand c'est du neuf pur, on va faire de l'extension urbaine. Cette typologie de logement, elle est en voie, on va dire, de raréfaction sur le territoire dans le neuf, puisque les nouveaux règlements d'urbanisme vont tendre à interdire ce type de projet. Cet habitat isolé, donc, qui représente 9% de la production du territoire, c'est pas négligeable, et donc vraiment clairement en voie de raréfaction. Et à côté, on va avoir un autre type d'habitat isolé agricole dont on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment typique et différent, puisque ça va être de l'habitat isolé, mais en zone agricole, et donc lié par un système dérogatoire à des constructions agricoles. C'est le logement dont dépend, par exemple, l'agriculteur exploitant pour travailler. Donc on ne le compte pas vraiment dans des chiffres d'extension urbaine, c'est quelque chose d'à part. Vous avez ces trois catégories, et donc dans ces plus petites catégories, on a dit ce qui se distingue vraiment, c'est la maison de bourg et le pavillonnaire diffus. Deux filières qui permettent, si on le souhaite, de faire de la production de logements avec très peu de besoins fonciers. Donc, on n'a pas un besoin systématique d'espace de création de nouvelles extensions urbaines pour produire du logement sur le territoire. Même si on fait peu de collectifs urbains, même si on fait peu de logements très denses, puisqu'on ne peut pas le faire de manière massive, on l'a expliqué un peu rapidement pourquoi, c'est en lien avec les prix de l'immobilier, puisque pour équilibrer une opération de promotion, vous avez besoin de prix plus dynamiques que ce qu'il y a sur le territoire. Mais on a d'autres filières qui permettent de faire du logement sans extension urbaine, le diffus et la maison de bourg en tête. Les modes d'urbanisation les moins consommateurs d'espace, collectif urbain, lotissement urbain, maison de bourg en tête. Donc je le redis, la maison de bourg tourne sur le territoire, toute seule, elle a son modèle économique et elle est peu consommatrice d'espace. Et la maison de bourg, c'est un pavillonnaire diffus qui aujourd'hui consomme encore beaucoup d'espace, est le deuxième typologie de logement la plus consommatrice d'espace, mais qu'on peut accompagner pour limiter les besoins fonciers liés à la filière. Et donc cet accompagnement, c'est de trouver des opportunités davantage foncières à l'intérieur des bourgs et des espaces bâtis. L'habitat isolé, quant à lui, les marges de manœuvre pour le faire pérenniser, ça va être clairement de la reconfiguration et de la création dans le bâti ancien. On va avoir du mal à faire du logement neuf, je l'ai expliqué, dans les années futures, en habitat isolé. Selon les différentes catégories de territoires dont on a parlé tout à l'heure, on a peu de différences dans la ventilation des filières. C'est-à-dire, maison de bourg et pavillonnaire diffus, ce sont toujours les premières. Les différences vont être dans le rapport à deux grandes familles, on va dire, c'est l'habitat isolé, qui va être plus ou moins important selon les territoires, et le lotissement. Si on prend l'attractivité, les communes le long de la 75, dont l'attractivité est liée à cette infrastructure, un des enjeux importants, ça va être de canaliser le diffus, dont on a parlé tout à l'heure. C'est ce pavillonnaire diffus. Il représente un quart de la production de logements sur ces communes bleu foncé et se fait massivement encore en extension urbaine, notamment comme vous voyez sur cette image, vous avez des constructions qui certes sont dans une zone constructive, mais vraiment à la limite de celle-ci, vous voyez sur la gauche de l'image, des logements qui, au coup par coup, au compte-gouttes, vont augmenter la surface de l'enveloppe urbaine du territoire, empiéter un peu sur des terres agricoles, sans que ça soit un gros projet type lotissement qu'on voit arriver d'un coup. Ces constructions-là se font au fur et à mesure. Et donc, vous voyez à gauche de cette photo, vous voyez par exemple comment des constructions diffuses au coup par coup peuvent impacter la superficie de l'enveloppe urbaine de la commune sans que ça soit une grosse opération d'un coup. Donc, un des enjeux importants sur ce territoire, c'est de canaliser ce pavillonnaire diffus qui est un peu la clé de son développement. Dans ces communes bleu ciel, qui ont un développement assez soutenu lié à une attractivité résidentielle de franges, de périphérie, on a une interaction entre
Un développement soutenu en production neuve, notamment en diffus, majoritairement, qui va rentrer un peu en interaction avec un cadre de vie qui est plutôt rural et agricole. On a notamment sur cette image, vous voyez des constructions en diffus qui ont été produites le long des voiries existantes et qui viennent entrer un peu en interaction avec des espaces pâturés à usage agricole. Et donc la question du diffus, dans la première catégorie des communes qui étaient en bleu foncé, on avait une question d'extension progressive de la tâche urbaine sur des espaces qui n'étaient pas encore, qui n'étaient plus forcément vraiment pâturés et utilisés à usage agricole. Ici, quand on fait de l'étalement urbain dans ces communes-là, on vient prendre sur des espaces agricoles et aussi générer peut-être éventuellement des conflits peut-être d'usage à surveiller, à encadrer, à accompagner tout au long du développement de ces communes. Dans les communes qu'on a appelées centralité fragile, donc la centralité et ses communes périphériques, l'enjeu fondamental va être dans les maisons de bourg. On a des centralités anciennes avec un potentiel dans le bâti existant, des espaces résiduels à l'intérieur de ces bourgs, et donc une capacité à amener des constructions nouvelles en plein cœur de ces bourgs pour renforcer leur polarité de services, de commerce. On a les potentialités pour le faire, je l'ai déjà dit, dans le bâti ancien et dans quelques dents creuses. Dans les espaces ruraux dits en renouvellement, un petit peu comme dans les communes en bleu ciel dont on a parlé, on est sur des espaces ruraux, agricoles, avec un fort enjeu paysager. Ce développement et ce renouvellement démographique a généré une filière du lotissement qu'on retrouve dans toutes les catégories de territoires, mais assez fortement dans ces territoires-là, espaces ruraux en renouvellement, et avec un enjeu d'autant plus fort, puisque, comme je le disais, ce sont des espaces à forte valeur paysagère, et donc les constructions en extension urbaine d'un seul coup en projet de lotissement vont avoir un impact fort sur la qualité perçue de la commune et donc ses atouts, qu'ils soient touristiques ou agricoles. Ici, sur cette image à Nazminal, on est plutôt sur la thématique consommation d'espace agricole. Ici, on va être sur voilà, un grand espace boisé avec du relief dans lequel on insère des constructions, donc avec une problématique d'insertion importante. En dernier lieu, je voulais vous parler de ces espaces ruraux dits isolés de la dynamique démographique et de renouvellement, où ici, on a une forte part des constructions qui sont en habitat isolé, notamment insérés dans le paysage agricole. Donc, ça va être des enjeux, là encore, d'insertion, de cohabitation, exploitation, lieu de vie, également de capacité à produire des logements qui soient bien insérés dans le paysage, mais qui ne vont pas rentrer dans un conflit éventuel d'usage à terme. Donc, on est sur un enjeu d'accompagnement, de réponse à ces besoins d'habitat agricole. Ensuite, pour finir, on va parler maintenant des besoins fonciers et immobiliers liés à l'activité. Quand on regarde ces choses-là dans leur globalité, une surprise qui est assez contre-intuitive, c'est que la majorité des locaux d'activité ne se produisent pas dans des zones d'activité. Les 3/4 des locaux sont produits en dehors des zones d'activité. Si on prend la surface, c'est presque 90% des surfaces. On a quand même une part très importante de ces locaux qui se produisent en zone d'activité sur les communes en bleu foncé, celle le long de la 75. Vous avez l'intercommunalité Terre d'Apcher, Margerie d'Aubrac. Un local d'activité sur deux, il est en zone d'activité. Dans la communauté de communes du Gévaudan, c'est 42% en zone d'activité. Là, c'est des parts importantes. Dans le reste du territoire, la part en zone d'activité est vraiment minoritaire. Les besoins, ils sont ailleurs. Les besoins, ils sont sur des constructions agricoles qui vont être en périphérie des communes. Aussi des besoins fonciers qui sont ponctuels, donc pas question de zone d'activité. On est sur des besoins ponctuels avec des entreprises qui vont s'installer sur une unité foncière dans le bourg, notamment pour de l'artisanat aussi, pour du commerce, pour une diversité importante d'activités. Mais on n'a pas forcément des besoins liés à la zone d'activité qui propose un produit différent que ce qu'on peut retrouver hors zone d'activité. Les besoins sont davantage à l'extérieur. Vous avez ici, par exemple, des constructions à usage plutôt touristique, des hébergements un peu type colonie de vacances, ce genre de choses. Vous avez des besoins diversifiés sur le foncier d'activité
et qui sont beaucoup plus massifs que ceux en zone d'activité, bien que les zones d'activité polarisent l'attention puisqu'on concentre à un moment donné de l'activité. Mais la diversité des besoins sur le territoire, elle s'exprime avec une diversité aussi des fonciers sur lesquels vont se développer les projets. Ici, on est encore à Argences-en-Aubrac. Vous voyez du foncier, du bâti d'activité à l'intérieur de l'espace bâti. Ici, vous avez une construction agricole à frais de fond sur la partie gauche de l'image. Donc, ces besoins, ils peuvent être tant sur des questions agricoles que sur des questions qui vont être artisanales, que sur des questions aussi dont je n'ai pas parlé, le commerce, les établissements de restauration, hôteliers, etc. C'est aussi de l'activité et ça ne va pas être dans les zones d'activité. Donc, on a une diversité des besoins à prendre en compte. Revenons sur les zones d'activité. Le travail qu'on a réalisé, ça a été un inventaire déjà quantitatif. Combien on a de parcs d'activité sur le PNR? On en a 33. On en a 4 qui sont des très grands parcs. Ça représente 40% de la surface d'activité totale du territoire, en seulement 4 grands parcs, répartis sur les 4 intercommunalités. Vous avez l'Aubrac-Carré-des-Viadennes qui en compte 1, Cantal, Lot et Truyère qui en compte 1, la communauté de communes Terre d'Apcher, Margerie d'Aubrac qui en compte 1 et la CDC du Gévaudan qui en compte 1. Ces grands parcs contribuent à mailler le territoire dans des grands équipements. Donc des entreprises qui ont des besoins d'avoir une visibilité, d'avoir une connexion aux infrastructures, je pense au long de la 75. Et ensuite, vous avez aussi une multitude de petits parcs de moins de 4 hectares. Ça représente presque la moitié des parcs, mais seulement 17% des surfaces. L'étude approfondie a été menée sur 16 parcs d'activité qui représentent les 3/4 à eux 16 de la surface dans les zones d'activité du territoire et maillent le territoire de chacune des intercommunalités. Vous avez donc sur cette sélection des 16 parcs les plus grands et avec l'exigence d'en avoir au moins un par intercommunalité, dont on a fait l'inventaire. L'inventaire, il a été fait sur les fonciers résiduels, apparaissant en jaune sur cette image, en gros, quelle place il reste dans chacune des zones. Donc, je passe rapidement sur ces images qui sont des cartographies qui peuvent être consultées plus en détail dans d'autres documents. Quand on regarde ensuite et on fait le bilan, la majorité des zones d'activité sont quand même assez bien remplies, avec une part en jaune là, des surfaces en dents creuses qui sont assez faibles, à l'exception de la zone des glèbes. Quand on reporte ça de manière cartographique, on voit qu'on a 35 hectares non bâtis dans les 16 parcs principaux d'activité du PNR de l'Aubrac. Par contre, leur répartition géographique ne suit pas les besoins. Ce qui est assez logique, c'est que les parcs d'activité se remplissent plus vite là où il y a des besoins et une demande importante. Si on repart sur notre catégorie en 5 classes de communes, on voit clairement que dans les communes bleues, là, qui sont une attractivité économique sur les polarités le long de la 75, dans ces catégories de communes, on consomme 1,7 hectares par an en zone d'activité. C'est la grande majorité, c'est la quasi-totalité de la consommation en zone d'activité annuelle de tout le PNR de l'Aubrac, qui va être concentrée sur ces zones d'activité. La surface qui reste restante, qu'on a chiffrée entre 8 et 9 hectares dans ces 16 zones d'activité, représente 5 ans théoriques de développement. C'est peu, et donc ça nous interpelle sur la capacité sur ces communes le long de la 75, à mobiliser une offre complémentaire qui sont dans d'autres petites zones d'activité plus petites. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est un sujet qui est important de pousser à l'étude, puisque certaines zones d'activité plus petites ne sont pas remplies et la demande est parfois assez faible sur ces zones pour des questions de praticité de la zone. Donc, on a 5 ans théoriques dans les parcs d'activité principaux, alors que sur les autres catégories de territoire, on a des besoins en zone d'activité très faibles. Et même quand on a peu de surface disponible, ça représente, par exemple, 14 ans théoriques dans les espaces ruraux isolés. On a presque plus d'hectares restants dans les catégories bleues, mais les besoins sont très faibles. Donc, la question du besoin foncier en zone d'activité, elle est surtout sur ces communes bleues. Sur les autres communes, cette étude elle permet de mettre en lumière la diversité des besoins et les besoins peut-être d'accompagnement dans les trajectoires immobilières des entreprises sur d'autres thématiques que le foncier d'activité, puisqu'on a étendu cette question-là au foncier agricole,
au foncier même artisanal qui peuvent être dans les bourgs, au foncier commercial, au foncier lié à la restauration, le tourisme, etc. Pour conclure cette présentation, je vous propose de faire un rapide retour sur les quelques images, les quelques éléments de synthèse qu'il faut garder à l'esprit à l'issue de cette étude. Pour aller dans le détail sur certaines thématiques, je vous conseille de regarder les différents éléments qui sont en libre accès sur la page. Et en attendant, je vous propose de revenir sur 2-3 éléments importants. Tout d'abord, la complémentarité des différents espaces du PNR. Le PNR, administrativement, est un territoire jeune. Historiquement, l'Aubrac existe depuis très longtemps. Mais la structure du PNR aujourd'hui, dans son périmètre administratif, représente une diversité de dynamiques territoriales importantes. Ces 5 familles, donc qui montrent des enjeux sur l'accueil de la population qui vont être différents, des enjeux sur l'accueil d'entreprises qui vont être également différents, une partie qui va beaucoup rayonner régionalement, le long de la 75, une partie avec des emplois locaux, des polarités locales, de l'emploi agricole, dont une diversité d'enjeux dont chacun saura se reconnaître et s'en saisir. Sur la question des besoins en logement, l'élément central est de garder à l'esprit qu'aujourd'hui, la production de logements peut être décorrélée de la question de la consommation d'espace et qu'il existe sur le territoire des filières de production de logements peu gourmandes en consommation d'espace, d'autres qui pourraient l'être moins, qui peuvent être accompagnées. Sur la question du foncier d'activité, on a vu que celui-ci, certes, dans les zones d'activité, il y a un enjeu important sur une partie du territoire, mais également sur les autres, sur certains types de besoins. Mais la globalité et l'expression de la diversité de ces besoins, elle dépasse le cadre seul des zones d'activité, avec les questions agricoles, des installations en centre-bourg, etc., etc. Là aussi, le message, c'est la diversité des thématiques dont on peut s'emparer pour répondre aux enjeux de développement de ce territoire. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir et à bientôt.